Aujourd'hui, être en bonne santé, c'est devenu une occupation assez étrange, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est plus simplement l'idée de ne pas être malade. Non, pas du tout. C'est une pression constante, j'ai l'impression. Presque un deuxième travail. On a des montres qui nous disent de bouger, des applications pour compter chaque calorie. Oui, On est en permanence en train de s'analyser, de se gérer, de s'optimiser. absolument. Pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, on va s'appuyer aujourd'hui sur une analyse, je trouve, passionnante, Oui. celle du linguiste et sociologue Pierre Fraser. Le texte s'appelle Quand chacun devient responsable de sa santé. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique. C'est ça. Comment la santé est passée d'un état de fait à un projet personnel qui pèse en fait très lourd sur nos épaules. Oui, et le point de départ de son analyse, il est très très fort. Il dit que notre perception du corps a radicalement changé. C'est-à-dire, On est passé d'un corps qu'il fallait simplement entretenir, soigner quand il tombait en panne, à ce qu'il appelle un réservoir de problèmes potentiels. un réservoir de problèmes. J'aime beaucoup l'image. La nouvelle devise, ce n'est plus guérir, mais gérer. Gérer le risque en permanence. Alors, commençons par le début de cette gestion. Un des concepts qui m'a le plus frappé, c'est celui de pré-maladie. Oui, c'est la clé de voûte de son raisonnement. L'idée que la santé, ce n'est plus l'absence de maladie, Non, mais l'absence de prédisposition. Ça a l'air d'un détail, mais ça change absolument tout. ça change tout parce que ça déplace complètement la frontière. Il prend un exemple que tout le monde peut comprendre, celui de la tension artérielle. D'accord. Avant, si votre tension était dans les normes, même un peu dans le haut de la fourchette, on vous disait que tout allait bien. Vous étiez normotendu. Voilà, RAS. Aujourd'hui, dans cette même situation, on vous qualifiera de pré-hypertendu. Et ça, même si on se sent parfaitement bien, sans le moindre symptôme. Exactement. D'un seul coup, on n'est plus tout à fait en bonne santé. On est en sursis. Et l'attention se déplace immédiatement sur quoi? Sur le mode de vie, Le fameux mode de vie. qui devient le principal accusé et en même temps la seule solution. C'est ça. Et c'est là que l'anxiété s'installe. Parce que pour gérer ce risque, il faut de l'information. Et aujourd'hui, on est submergé. C'est clair. Fraser note que les nutritionnistes ne cessent d'allonger la liste des aliments, les bons, les mauvais. Que la recherche identifie des dangers à des échelles microscopiques, au cœur de nos cellules. Le corps devient une sorte de terraminée, quoi. C'est l'idée, remplie de menaces invisibles, qu'il faut absolument anticiper. C'est vrai que ça résonne énormément avec notre époque. On a des applis qui scannent les codes barres pour nous dire si un produit est bon, Les tests ADN, les tests ADN qui promettent de révéler nos faiblesses génétiques. On est censé tout savoir, tout contrôler. et la seule réponse proposée face à cette avalanche d'informations qui sont, en fait, très anxiogènes, c'est le dépistage. Toujours plus de dépistage. Il faut vérifier, mesurer, quantifier. La quête de la bonne santé se transforme en une chasse aux prédispositions. Être sain, ce n'est plus un sentiment, c'est un bulletin de notes. C'est une série de tests qui disent RAS, pour le moment. Voilà. C'est une santé devenue conditionnelle. D'accord. Mais cette anxiété, cette obsession du dépistage, elle ne sort pas de nulle part. Et c'est là, je trouve, que l'analyse devient vraiment percutante. Ah oui? L'auteur, il ne se contente pas de décrire un état d'esprit, il remonte à la source. Il nous montre comment les règles du jeu ont été concrètement changées. C'est le cœur de sa démonstration. Il y a un avant et un après, et le tournant, il se situe à la fin des années 90. C'est un point central, oui. Il prend l'exemple des États-Unis et il liste une série de changements de normes médicales sur une période très très courte. C'est assez spectaculaire. On écoute. Tenez-vous bien, en 1997, la définition de l'hypertension artérielle est modifiée. Le seuil passe de 160/100 à 140/90. Attendez, juste pour être sûr de comprendre. Un chiffre sur un papier change, et du jour au lendemain, Et du jour au lendemain, 13,5 millions d'Américains qui se pensaient en bonne santé deviennent officiellement des patients. des patients qui nécessitent un traitement. Voilà, un marché colossal pour les médicaments hypotenseurs qui s'ouvre d'un seul coup. C'est absolument vertigineux. Et ce n'est qu'un exemple, si je comprends bien. Ce n'est que le début. La même année, 1997, le seuil de glycémie pour diagnostiquer le diabète est abaissé, de 140 à 126. Et le résultat, Résultat, 1,7 million de nouveaux diabétiques. qui apparaissent comme ça, par simple redéfinition, L'année d'après, rebelote. 1998, c'est le taux de mauvais cholestérol. c'est ça. Le seuil recommandé passe de 240 à 200. Et là, les chiffres sont encore plus fous. Oui, le nombre de personnes considérées comme ayant besoin d'un traitement augmente de 86%. 86%.
On parle de 42,6 millions de nouveaux patients potentiels. L'auteur souligne que ça a ouvert un boulevard pour les statines, qui sont devenues Un des médicaments les plus vendus au monde. exactement. Et la liste s'allonge. En 2003, les critères pour l'ostéoporose sont revus. Encore? Et hop, 6,8 millions de patientes en plus. Dès l'an 2000, sous l'égide de l'OMS, l'indice de masse corporelle, qui définit l'obésité, glisse de 30 à 27 pour certains cas. C'est toujours la même mécanique en fait. C'est la même mécanique. On déplace une ligne sur un graphique et des millions de personnes basculent de la catégorie sain à la catégorie à traiter. Mais alors, quelle est l'interprétation de l'auteur derrière tout ça? Est-ce qu'il suggère une sorte de complot de l'industrie pharmaceutique pour se créer des clients? Ou c'est plus subtil? C'est beaucoup plus subtil. Il ne parle pas de complot conscient, mais il met en lumière une convergence d'intérêts. D'accord? D'un côté, une médecine qui, avec les meilleures intentions du monde, veut prévenir toujours plus tôt. Ce qui est louable en soi. Bien sûr. Et de l'autre, une industrie qui a tout intérêt à ce que le marché des pré-malades et des à peine malades soit le plus large possible. Et la conséquence de cette convergence? C'est que la maladie n'est plus un état de rupture, mais un simple point sur un continuum. Et ce point, on peut le déplacer. La frontière entre le bien portant et le patient est devenue, en quelque sorte, une variable économique. D'accord, donc on a ce nouveau paysage des frontières de la maladie qui sont devenues floues, mobiles, et une anxiété généralisée face aux risques. Dans ce contexte, quelle est la nouvelle philosophie de la santé qui émerge? Alors, on passe d'une logique d'éradication du mal à une ambition de le transcender. Le transcender. Oui, Fraser y voit une manifestation de l'aversion profonde de l'être humain pour sa propre finitude. Pour la mort, en somme. Pour la mort, le vieillissement, la dégénérescence. Dès lors qu'on comprend les mécanismes, l'idée de les contrer, de les déjouer devient presque une évidence. Il dit que le transhumanisme, ce n'est pas le moteur de tout ça, mais sa conclusion logique. Ah, c'est intéressant. C'est l'aboutissement d'une démarche de prévention de soi qui a commencé il y a plus d'un siècle. Et dans cette nouvelle démarche, le rôle de chacun change. Si je suis la logique, l'État se retire un peu du jeu. Oui, le paradigme change complètement. Le rôle de l'État n'est plus seulement de protéger ou de discipliner, il y a un transfert massif de responsabilité vers l'individu. C'est ça, la clé, la responsabilisation. L'hypothèse, c'est que si chaque personne gère parfaitement ses propres risques, la somme de ses préventions individuelles créera une santé collective. C'est une vision qui, d'après l'auteur, a tendance à oublier un peu vite les inégalités sociales, économiques ou culturelles. Bien sûr. Et cette prévention individuelle, elle repose sur quoi, concrètement? Elle repose sur un triptyque que tout le monde connaît par cœur aujourd'hui. Le fameux trio? Le dépistage, pour traquer l'ennemi intérieur, la nutrition saine, pour fournir le bon carburant, Et le sport? le fitness, l'activité physique, pour sculpter et optimiser la machine. C'est la sainte trinité de la santé moderne. Ce qui nous amène à cette figure que l'auteur appelle le médecin de soi. L'idée, c'est qu'on attend de nous qu'on devienne les experts de notre propre corps. C'est ça, On doit être notre propre PDG de la santé, en quelque sorte. c'est tout à fait ça. Et cette idée est encouragée par les systèmes de santé eux-mêmes, notamment pour des raisons économiques. Ah, bien sûr. Si les individus se prennent en charge très en amont, on espère que ça coûtera moins cher en traitement lourd plus tard. L'autonopie devient aussi une stratégie de maîtrise des coûts. On nous dit, vous êtes mûr, vous avez l'info, à vous de jouer. C'est un peu ça, oui. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'un jeu de santé interne. Toute cette pression a des conséquences très visibles sur la manière dont on se présente au monde. Absolument. Le corps n'est plus juste une machine à entretenir. Il devient une carte de visite, un projet identitaire. Et c'est là que l'analyse bascule vraiment dans le social et le culturel. Parce que cette responsabilité ne s'arrête pas à nos artères ou à notre taux de sucre, elle s'affiche. Elle se voit dans notre apparence. Exactement. L'auteur prend un exemple très fort, la norme de la silhouette mince et svelte pour le corps féminin qui s'est imposée au début du XXe siècle. Ce qui est fascinant, c'est la résilience incroyable de cet idéal. Oui. Il a survécu à toutes les modes, à toutes les crises. Il souligne même quelque chose d'assez provocateur. Quoi donc? Même la révolution féministe des années 70, qui a dynamité tant de conventions sociales, tant de stéréotypes, ne l'a pas ébranlé. C'est vrai ça. L'injonction à la minceur, au corps contrôlé et sculpté, a continué comme si de rien n'était. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend cet idéal si tenace? Son analyse est que cette norme n'est pas qu'une question d'esthétique. Si elle est si puissante, c'est parce qu'elle incarne à la perfection les valeurs cardinales de notre société moderne. C'est-à-dire la performance? La performance, la légèreté, l'efficacité, la mobilité, la fluidité.
Un corps mince et tonique, c'est un corps qui dit « je suis performant, je suis efficace, je me maîtrise ». C'est un corps qui est en phase avec l'esprit du capitalisme contemporain. Et la conséquence, c'est que l'apparence devient un jugement moral. Oui, Si on ne correspond pas à la norme, ce n'est plus juste une question de physique, c'est perçu comme un échec personnel. Un manque de volonté, de discipline. l'échec de l'apparence devient un échec de l'identité. C'est terrible quand on y pense. Précisément. Et c'est ce qui mène à sa conclusion, qui est assez sombre. Le corps est devenu un chantier permanent. Un projet sans fin? Un projet sans fin d'amélioration et de contrôle. Mais c'est aussi, dit-il, un vecteur de menaces et d'incertitudes. En quoi? Il nous confronte constamment à ce que Fraser appelle un horizon de la peur. La peur de la maladie, bien sûr, mais aussi la peur du déclin, de la performance qui baisse et surtout la peur du jugement social. Alors, si on essaye de rassembler tous les fils de cette analyse, l'image qui se dessine est assez troublante. Oui, c'est le mot. On nous a progressivement convaincus de devenir les managers de notre propre anxiété corporelle. La santé, ce n'est plus un état de quiétude, mais un travail de vigilance de tous les instants. C'est une bonne synthèse. En même temps, les règles du jeu peuvent être redéfinies à tout moment par des experts, créant de nouveaux marchés et transformant des millions de biens portants en patients. Oui. Et toute cette responsabilité qui repose sur nos épaules finit par déborder de la sphère médicale pour devenir un enjeu d'identité. Notre corps devient notre CV La preuve visible de notre capacité à performer. et à nous conformer aux valeurs de la société. C'est une synthèse très juste, oui. L'auteur conclut d'ailleurs sur une note très ouverte et un peu inquiétante. Je me souviens de cette phrase. Il écrit que « le chantier du corps est amorcé et nul ne sait où et comment ce chantier redéfinira l'ensemble de la société ». C'est une perspective qui donne le vertige. Ça laisse en effet matière à réfléchir. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je pense, pour poursuivre la réflexion. Laquelle? Si le corps, ce projet mesurable, quantifiable, optimisable, devient le principal chantier de notre vie et le marqueur essentiel de notre identité, quelle place reste-t-il pour toutes les autres dimensions de l'existence humaine, celles qui ne rentrent pas dans les cases? Celles qui sont par nature désordonnées, inefficaces, non mesurables. La contemplation, la créativité sans but, les relations complexes, ou tout simplement le droit de n'être pas parfait.